Dégustation littéraire. La série littérature de Chandail et Chignon. Le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Tu me tags parce que je suis sur Insta, moi. Tu pourras lui dire parce qu'il est aux fraises. Je valide, parce que vous avez dit, mais ça avait l'air bien. C'est hyper bien. Je te vois. Tutoie ou pas, je sais pas. Ah, c'est comme tu veux, tu fais comme tu veux, je m'en fous, moi. On va Tu peux essayer me de se tutoyer. Ok. Mais non, mais sans déconner. Mais si, c'est vrai. Mais c'est trop dommage. Écoute, c'est Chandail et Chignon, le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Aujourd'hui, nous recevons l'écrivaine Olivia El-Kaïm dans le cadre des dégustations littéraires des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles à l'occasion de la sortie de son livre « La disparition des choses » chez Stock. Dans cet épisode, elle évoque son parcours, son travail, les IA et les turpitudes du monde de l'édition. Dégustation littéraire, la série littérature de Chandail et Chignon. Olivia, tu viens de présenter en profondeur ton livre avec Véronique Morel-Muraour et cela fera l'objet de notre podcast. Ici, on va plutôt parler de toi en commençant par le début. Alors, quel genre d'enfant étais-tu ? C'est-à-dire solitaire, introvertie ou au contraire très exubérante ? Je pense que j'étais une petite fille tourmentée, mais je ne savais pas que j'étais tourmentée. Je sais que vers l'âge de 7-8 ans, je cherchais ma langue. Pas l'organe, mais je cherchais ma parole, comment m'exprimer. Et j'ai compris que très tardivement, qu'en fait, la langue de mes ancêtres n'était pas le français mais l'arabe. Et que ce que je cherchais, c'était la langue de mes ancêtres. En tout cas, de créer ma propre langue, qui n'était pas forcément la langue de mes parents, qui n'était pas la langue administrative du français, mais une langue plus proche de l'intime et plus proche de ce qui ne peut pas se dire dans une langue administrative. J'étais une enfant assez tourmentée et il a fallu des années pour que mon tourment s'apaise. J'étais une enfant qui jouait au Barbie et je jouais avec mon amie Marie dans une résidence en banlieue parisienne, je me souviens de ça. Voilà. Pour poursuivre dans cette voie, quel genre d'étudiante étais-tu ? Le choix des études, comment tout ça s'est goupillé pour toi ? Alors, à l'adolescence, je pense que j'étais quand même dans un tourment aussi. Je pense que j'avais une pression de la part de mes parents et de mes grands-parents, qui étaient donc des exilés d'Afrique du Nord, de la Tunisie pour ma mère et de l'Algérie pour mon père, une énorme pression de réussite sociale, et réussite scolaire et réussite sociale. Et donc, du coup, tout ça me pesait beaucoup. J'étais une ado et une jeune adulte anorexique. J'ai vraiment traversé l'anorexie. Et j'ai vraiment mis du temps à me sortir de ça. Et j'ai décidé de faire des études de journalisme, d'abord de lettres et ensuite de journalisme, parce que le journalisme était ce qui me semblait le plus proche de l'écriture et finalement de ce que je voulais être vraiment, c'est-à-dire romancière. En cela, je pense que je me trompais un petit peu. Mais en tout cas, j'ai dit à mes parents qui rêvaient d'ascension sociale, je leur ai dit je vais être journaliste pour les rassurer en fait. Leur dire ne vous inquiétez pas, je ne serai pas une artiste sans le sou et sans statut social, comme vous l'espérez. Mes parents espéraient un statut social pour moi. Donc ça a été, si je comprends bien, un parcours assez rectiligne et direct. Ça n'a pas été un changement de voie, ça a été tout de suite l'écriture et en cherchant une stratégie pour y arriver. J'étais une très bonne élève et effectivement, j'ai tout de suite été dans l'écriture, dans les mots, dans la puissance du verbe. Et finalement, avec l'essor de l'IA, de l'intelligence artificielle, l'essor du verbe me paraît encore plus important. L'importance de la littérature, l'importance de l'écriture, de l'intelligence humaine m'apparaît encore plus important maintenant qu'il y a l'IA qui produit, qui génère en fait du texte, mais du texte qui est ressassé, qui me semble pas très intéressant. Et l'essor de cette IA, est-ce que ça contribue à ces tourments ou ces angoisses chez vous ? Elle est très forte, l'IA. Elle est très forte et c'est une vraie concurrente. Donc oui, ça me tourmente et en même temps, j'en joue. Quand j'écrivais La disparition des choses, par exemple, je demandais à l'IA qu'est-ce que je suis en train d'écrire. C'était assez fascinant. Et les réponses étaient cohérentes ? Les réponses étaient cohérentes, mais surtout, en fait, elles m'apportaient ce qu'un éditeur n'apporte pas, c'est la confiance. L'IA, c'est vraiment quelque chose de très
elle vous brosse dans le sens du poil. Et quand on écrit, on a besoin d'être brossé dans le sens du poil, sinon on n'arrive pas à aller au bout. Et puis, quand on arrive au bout, on a besoin de l'éditeur pour vous dire non, là, il faut retravailler tel point ou refondre telle ou telle chose dans le texte. Donc tout à l'heure, vous avez dit que vous n'êtes plus journaliste, vous êtes écrivaine à temps plein. Pour les écrivains, c'est peut-être moins le cas, mais pour les journalistes, est-ce que l'IA va pas justement avoir un poids vraiment très très lourd ces prochains jours, ces prochains mois? L'IA va ravager le secteur du journalisme, ça c'est certain. Vous pensez vraiment? Ah oui, j'en ai aucun doute. Après, il y a quelque chose que ne sait pas faire l'IA, c'est aller sur le terrain. Et il y a des très bons journalistes de terrain, des très bons reporters, des très bons enquêteurs. Et ça, l'IA ne peut pas remplacer. Ça reste un point d'espoir. Votre dernier livre, La disparition des choses. Si on en espérant que ce ne soit pas le dernier tout court. Ou nouveau, on va dire. Si on le met de côté, à votre avis, quel est le livre dans votre œuvre le mieux indiqué pour commencer à vous lire? J'aime bien dire à mes lecteurs, lisez mon œuvre romanesque. Ça fait un peu prétentieux de le dire comme ça, mais du début à la fin. C'est-à-dire commencer par les graffitis de Chambord et arriver au roman qui vient de sortir. Parce que ça indique mon chemin d'écriture et l'auteur que je suis, ce que je suis devenue, etc. Après, s'il y a un livre que je peux conseiller, c'est Le Tailleur de Relizane, qui est un livre sur les Juifs d'Algérie et qui est un livre très intime sur mes grands-parents. Donc on commence par celui-ci. Hein. Si tu veux. Un mot sur Pannonica, parce que comme j'ai regardé un petit peu tout ce que j'ai trouvé sur toi, ça a l'air d'être un personnage qui t'a marqué, important. Donc pourquoi et de quelle façon et jusqu'à quand? Alors, Pannonica, en fait, c'est intéressant parce que c'est un personnage qui est une commande. C'est une commande d'un producteur. D'accord. Donc, je la connaissais pas. Je connaissais pas ce personnage, enfin cette personne, puisque ça a été donc une grande dame du jazz, une grande défenseuse des jazzmen noirs américains et de Thelonious Monk et de tous ses copains. Et je la connaissais pas. Et en fait, quand j'ai publié Je suis Jeanne Buterne, une productrice est venue me voir et m'a réclamé un texte autour de Pannonica et donc j'ai fait, et d'ailleurs je suis pas spécialiste du jazz du tout. Mais du coup, pourquoi elle s'est adressée à vous? Parce que je venais d'écrire Je suis Jeanne Buterne, et qui était en fait une traversée d'un personnage féminin et elle a l'idée, cette femme, que peut-être je pourrais écrire un autre destin de femme, et donc je me suis penchée sur Pannonica et ce destin m'a percutée. Enfin, j'ai trouvé que c'était vraiment un destin de femme exceptionnel et j'ai eu envie d'en faire une pièce de théâtre. Et donc pourquoi plutôt une pièce? Ça, c'était la commande? C'était la commande. D'accord. Est-ce qu'on peut parler de l'actualité de l'édition avec oui, bien sûr. L'histoire Grasset? Qu'est-ce que ça vous évoque? Alors, il se trouve que moi, mes romans sont publiés par Grasset et par Stock, qui sont deux maisons qui appartiennent au groupe Hachette. Bon, j'ai publié dans d'autres maisons d'autres textes, mais vraiment, c'est mes deux éditeurs, c'est Grasset et Stock. Alors évidemment, la concentration de ces maisons aux mains d'un milliardaire qui promeut une idéologie d'extrême droite, c'est très très inquiétant. La question, c'est combien de temps, en fait, je peux continuer à publier encore alors que je ne partage pas cette idéologie. Alors ça me tourmente. J'ai signé la pétition Stock, en fait, qui défend le travail extrêmement original et unique entre l'éditeur et l'auteur. Mais il est vrai que la question de l'idéologie est une question cruciale. Parce que là, votre dernier livre est donc chez Stock, c'est ça? Oui. Il y a eu Fayard, Grasset. Peut-être que Stock va être la prochaine cible. J'en ai bien conscience. On va revenir à votre dernier livre. 3 mots pour le décrire. C'est compliqué, ça. Oui. 3 mots pour décrire mon livre, je dirais maternité, mémoire et littérature. Ok. Et un mot sur votre projet actuel, enfin, vous en avez un petit peu parlé. Ah oui, j'ai dit alors que j'avais un projet de livre autour de l'identité. Mais j'en dirai pas plus. Mais à toi, je peux en dire un peu plus puisque ça va traverser la variété française. Ah, cool. Ça va être un livre vraiment musical, quoi. Étienne Dao? Non mais attends, je suis fan. Mais oui, je sais. Étienne Dao. Non mais attends, Étienne Dao, quoi. En plus, il est breton. Ah, tu vois ça, le truc. je savais pas. Il est rennais. Ouais. Week-end à Rome, tout ça, tu vois. Duel au soleil. Ouais. Voilà, duel au soleil. On va terminer sur la dernière question que je pose à tous mes invités. 3 choses que tu aimes et 3 choses que tu n'aimes pas dans l'absolu. Ça peut être n'importe quoi. 3 choses que j'aime.
mes enfants, mon amoureux et Belle-Île-en-Mer, où j'habite. 3 choses que je n'aime pas. La radinerie, les mauvais films, les gens méchants. C'est parfait, mais je vais quand même rajouter une question. Tout à l'heure, tu as dit que tu avais déjà touché l'argent pour le livre que tu n'avais pas écrit. Comment ça marche ? Est-ce que tu peux expliquer en gros comment ça marche pour un auteur ? Alors, moi, je fais partie des auteurs qui ne lèvent pas un stylo s'ils n'ont pas un contrat. Donc, j'ai un projet dont je parle à mon éditeur en général, ou à un éditeur, puisque j'ai publié un livre jeunesse, par exemple. Je parle de mon projet à un éditeur et on se met d'accord sur un contrat qui va nous lier. Je vais toucher un avaloir. Un avaloir, c'est une avance. C'est une avance sur les ventes qui va être plus ou moins conséquente. Cet avaloir va m'être versé en plusieurs étapes. En général, une partie à la signature du contrat, une partie à la remise du texte, une partie à la publication du texte. Et voilà, enfin, je sais pas ce que je peux dire. Et après, je vais toucher des droits sur les ventes. Honnêtement, si on a envie d'être riche, il ne faut pas être écrivain. Mais si jamais tu n'arrivais pas à écrire le livre, comment ça se passe ? Alors, théoriquement, si tu touches l'argent, tu dois un livre. Donc, si tu n'écris pas le livre, tu rends l'argent. Tu rends l'argent. Ah oui, c'est la loi. Enfin, tu vois. Ok. C'est une question de probité. Oui, mais en général, on te donne l'argent pour que tu aies les moyens d'écrire le livre. Donc, en gros, tu le dépenses pendant que tu écris. Et exactement. C'est un peu comme les musiciens. Donc après, je pense qu'il y a des autres... Enfin, ça m'est jamais arrivé, en vrai. Ça m'est jamais arrivé de me retrouver dans une situation où j'ai touché l'argent et où je rends pas le livre. Parce que je suis quand même très bonne élève dans mon genre. Si ça devait arriver, je pense qu'il y a des arrangements possibles. Et autre cas, si jamais le résultat ne plaît pas à ton éditeur. Oui, mais ça m'est jamais arrivé. Alors déjà, parce que je suis quelqu'un qui retravaille beaucoup mes textes. Ça m'est jamais arrivé que mon éditeur me dise non, vraiment, là, ce texte-là, je vais pas pouvoir le publier. Le prochain livre, c'est pour quand, à peu près, l'apparition ? Je sais pas. Je sais que l'éditeur le veut pour 2027, mais 2027. On verra. On se reverra. C'est pas urgent, en fait. Oui. Mon idée, c'est qu'il faut pas trop publier. C'est pas une bonne idée de trop publier. Il y a déjà beaucoup de livres qui paraissent, donc faut prendre son temps. C'est quoi le bon rythme ? C'est tous les 2 ans ? Je sais pas du tout quel est le bon rythme. Le bon rythme, c'est écrire des bons textes pour donner envie aux gens de lire. Oui, c'est la base. Ok, merci beaucoup. Ça t'a plu ? Cool. Génial. Bon, merci en tout cas. Merci pour cet entretien et je rappelle la sortie de ton nouveau livre, La disparition des choses, chez Stock. Je rappelle également que la discussion avec Véronique Morel-Muraour fera l'objet d'un autre podcast et que je ferai également un podcast sur le personnage de Pannonica. Merci encore. Semez vos envies et cultivez votre curiosité en attendant le prochain podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Abonne-toi. Dégustation littéraire. La série littérature de Chandail et Chignon. Le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles.